Le dernier quart d'heure de Smart Bourse, chaque soir c'est le quart d'heure thématique et chaque lundi le thème ce sont les États-Unis, la vie politique et économique américaine en l'occurrence. Nous en parlons bien sûr avec notre correspondant américain Pierre-Yves Dugas qui est en visio à distance avec nous. Bonsoir Pierre-Yves, merci beaucoup d'être là. Vous mettez le sujet de la politique antitrust de Donald Trump à la une. Que faut-il savoir de la stratégie antitrust de l'administration Trump et pourquoi cette politique antitrust pourrait être moins populiste que prévu, Pierre-Yves? Oui, lorsqu'il faisait campagne il y a un an, Donald Trump nous expliquait qu'il n'avait pas peur de mettre au pas les grandes sociétés, qu'il était le représentant de la petite Amérique, du travailleur face à ces monstres. Depuis qu'il est à la Maison-Blanche, le discours a été un petit peu dilué et dans la pratique, on s'aperçoit que Donald Trump, fondamentalement, se voit comme un grand patron, avec toute la modestie qu'on lui connaît, qu'il aime parler aux grands patrons, qu'il aime écouter les grands patrons et qu'il aborde même les problèmes macroéconomiques internationaux comme des problèmes de patron à patron. On ressent tout cela dans sa manière d'appliquer sa politique antitrust. C'est très simple. Cette année, 2025, les entreprises ont tenté des opérations de fusion-acquisition 2 fois plus que l'année précédente. On a pour quelques 2000 milliards de fusions qui ont été annoncées. Si l'on ne s'intéresse qu'aux fusions de plus de 10 milliards de dollars, c'est une augmentation de 50%. Et les services antitrust du département de la justice et de la Federal Trade Commission n'ont tenté de bloquer que 3 opérations sous Joe Biden dans la dernière année de son mandat. Ces mêmes régulateurs de la concurrence avaient tenté de bloquer 6 fusions. On a vu d'énormes opérations s'annoncer. Le président Trump osait donner son avis publiquement sur leur faisabilité, ce qui exerce une forte pression sur les avocats du département de la justice. D'ailleurs, certains d'entre eux ont carrément été limogés. C'est ce qui s'est passé, par exemple, quand Hewlett-Packard Enterprise a voulu racheter Juniper Networks. Initialement, le département de la justice, sur une opération de 14 milliards de dollars, a dit « Attendez, il y a des marchés qui sont en commun, des produits qui sont en concurrence entre ces 2 entreprises, les prix vont monter si elles fusionnent. » HPE a mobilisé des lobbyistes qui sont allés parler directement à Mme Bondi, qui dirige le département de la justice, et qui a coupé l'herbe sous le pied à ces équipes de l'antitrust, et on a négocié un deal qui a permis à HPE de se débarrasser de quelques activités relativement marginales, et le deal s'est fait parce que Donald Trump pensait fondamentalement que c'était un bon deal pour l'Amérique. On voit par exemple pour la première fois une tentative de fusion entre un énorme opérateur de réseau ferré de transport de marchandises, Norfolk Southern, côté est des États-Unis, vouloir fusionner avec Union Pacific, côté ouest. Pour la première fois, on aurait un seul transporteur qui irait d'une côte à l'autre, une opération de plus de 71 milliards de dollars. Donald Trump avait l'air de dire que finalement cette opération lui paraissait comme ça de loin, à vue de nez plutôt favorable. Ça sera difficile pour les autorités réglementaires de le contredire. Oui, effectivement, Union Pacific Norfolk Southern, c'est peut-être, jusqu'à présent, le plus gros deal de l'année, je crois, puisque ce sont 85 milliards de dollars qui sont engagés pour cette fusion entre les deux réseaux ferrés. Et puis, voilà, dans les éléments un peu anecdotiques autour de la thématique M&A, je crois que Goldman Sachs, au 3e trimestre, a réalisé son meilleur trimestre ever en termes de M&A et de fees, de revenus liés évidemment aux deals qui ont été conseillés par les banquiers d'affaires de Goldman Sachs, par exemple. Pierre-Yves, l'autre sujet, qui sera peut-être d'ailleurs un sujet imminent de cette fin d'année, c'est Kevin Hassett qui va se révéler au monde peut-être comme étant le futur président de la Réserve fédérale américaine à partir de mai 2026. Il y croit à mort en tout cas. On peut se tromper. Donald Trump est champion pour annoncer qu'il a pris une décision et revenir dessus. Donc tant que l'annonce n'est pas faite, restons tout de même un peu prudents. Non, la bonne nouvelle, c'est que Kevin Hassett est sympa.
il est souriant. Ça n'est pas le dogmatique très sérieux Stephen Myron, qui lui aussi est conseiller économique de la Maison-Blanche, toujours en titre d'ailleurs, ce qui est insensé, et qui siège comme gouverneur à titre temporaire à la Réserve fédérale. Si Kevin Hassett est nommé non seulement gouverneur de la Fed, mais il est nommé pour le mandat supplémentaire de président du Conseil des gouverneurs, on aura quelqu'un qui voit toujours la bouteille à moitié pleine, qui est souriant et qui, bien sûr, défend la politique de Donald Trump à la Maison-Blanche, mais qui, fondamentalement, quand on regarde son histoire, n'est pas un MAGA, ça n'est pas un protectionniste. C'est quelqu'un qui a été conseiller de George W. Bush, qui a été conseiller de John McCain, c'est quelqu'un qui a 5 ans d'expérience à la Réserve fédérale comme économiste. C'est quelqu'un qui a été aussi conseiller économique de Mitt Romney, qui n'était pas du tout des protectionnistes. Donc, c'est quelqu'un qui, certainement aujourd'hui, et il vient de le rappeler, et il passe beaucoup de temps à la télévision pour le dire, parce que visiblement il veut le job, qui va œuvrer pour faire baisser les taux d'intérêt. Il a dit le peuple américain s'attend à ce que le président Trump nomme à la Fed quelqu'un qui va faire baisser les taux d'intérêt pour rendre les voitures moins chères et les logements moins chers. Donc, dans les médias, oui, il va, s'il est nommé, œuvrer pour mettre en place la politique souhaitée par la Maison-Blanche, mais ça n'est pas le pire de la bande. Ah, bah alors je veux bien savoir qui est le pire, parce qu'il y a quoi, 4-5 noms, c'est ça? Toujours la shortlist contient une poignée de noms encore de candidats potentiels pour prendre la place de Powell, Pierre-Yves? Alors, il y a un outsider qui est le numéro 2 ou le numéro 3 de BlackRock, monsieur Reader, qui a l'air d'être un type assez difficile à cerner, mais qui connaît très très bien les questions du marché obligataire et qui, lui, est tout à fait favorable aux baisses de taux. Et puis, il y en a d'autres. Kevin Warsh, lui, serait certainement une figure rassurante pour les marchés. Christopher Waller, qui, aujourd'hui, est une colombe, mais demain pourrait être un faucon. Quand je dis il y a bien pire que Kevin Hassett, je pense à Stephen Myron, qui vraiment est la voix de son maître et qui, a priori, n'est là que jusqu'au 1er février. Vous savez que le 1er février, le mandat de Stephen Myron expire. Il est possible que Donald Trump décide de nommer à sa place Kevin Hassett tout de suite, qui serait donc gouverneur jusqu'à la mi-mai, à l'expiration du mandat de Jerome Powell, qui pourrait lui-même, alors ce sont des configurations incroyables, ne plus être, donc ça on le sait, son mandat de président du Conseil des gouverneurs va arriver à son terme, mais qui pourrait rester encore en place jusqu'en janvier 2028, je crois, en tant que gouverneur. C'est difficile à imaginer, mais c'est tout à fait possible dans ce vent de folie qui souffle à Washington. Je voudrais faire un petit commentaire sur Jerome Powell, auquel on trouve toutes les qualités, et qui certainement a agi avec grande dignité et grand calme et grand stoïcisme face au torrent d'insultes qui s'est abattu sur lui depuis quelques mois, sortant de la bouche de Donald Trump. Et ce stoïcisme lui a valu énormément de respect dans les marchés, c'est vrai. Mais enfin, n'oublions pas qu'il est quand même l'homme qui a une part importante dans l'énorme erreur de politique monétaire qu'a été celle de la Fed à la sortie du Covid. Et que c'était formidable d'avoir quelqu'un comme Jerome Powell, qui était indépendant des partis politiques, mais indépendant ne veut pas dire infaillible. Et il s'est rattrapé depuis. Il ne veut pas commettre la même erreur à l'envers maintenant en baissant trop vite les taux d'intérêt, mais quel que soit le respect que mérite Jerome Powell, n'oublions pas qu'il s'est quand même beaucoup trompé. Et on le voit avec la Cour suprême, on nomme un juge qui a l'air conservateur et puis au bout de quelques mois se prend au jeu. Il finit par être assez indépendant dans sa manière de voir les choses. Le patron du Conseil des gouverneurs de la Réserve fédérale, son premier job, c'est de dégager un consensus. Ouais. C'est quelque chose qu'avait très bien vu d'ailleurs Alan Greenspan à partir de 1994, où un des objectifs de Greenspan était de
minimiser le nombre de votes de dissension lors des réunions du comité monétaire de la Fed. On est dans une période où il y a de la dissension à nouveau parce qu'on ne sait pas où va l'économie américaine. Donc ce sont de bonnes raisons d'avoir des dissensions, mais le premier job du patron de la Fed, c'est d'être crédible avec les marchés, et en minimisant la dissension, la Réserve fédérale est à même d'être plus convaincante pour les marchés et de faire aux marchés une partie du travail qu'elle n'aura pas besoin de faire en manœuvrant sur l'offre et la demande de crédit. Et oui, Donald Trump aura besoin de quelqu'un de crédible à la tête de la Fed, et une parole trop politisée pourrait être contre-productive quand on est effectivement à la tête de la Banque centrale américaine et de son comité de pilotage monétaire. Affaire à suivre, on verra à quel horizon le nom du successeur de Jérôme Powell émerge, et si celui-ci pourrait intégrer le board de la Réserve fédérale américaine dès le début de l'année 2026 en remplacement potentiel d'un Stephen Miran aujourd'hui. Merci beaucoup Pierre-Yves. Pierre-Yves Dugas avec nous chaque lundi en visio à distance pour ce quart d'heure américain que vous retrouvez bien sûr chaque lundi soir en replay sur bismart.fr ou encore en podcast sur l'ensemble de vos plateformes préférées.